We will not give up and we will not lose. Traduction, nous n'abandonnerons pas et ne perdrons pas. Lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky reprend une fameuse phrase de Winston Churchill dans une allocution vidéo diffusée au Parlement britannique, il le sait. L'effet de communication est immédiat. La comparaison avec l'Allemagne nazie est plus qu'explicite. Et le président ukrainien d'insister et de demander à ce que la Grande-Bretagne reconnaisse la Russie comme un État terroriste. La guerre en 2022, c'est aussi celle de la communication et celle des mots. Et pour commencer cette édition, c'est Nicole, bonsoir. Bonsoir Mathias. On va parler d'abord de cette menace, nouvelle menace des Iraniens. Tout à fait. C'était donc à la suite d'une frappe attribuée à Israël. Ça s'est passé en début de semaine près de l'aéroport international de Damas, donc en Syrie. Des frappes aériennes donc attribuées à Tsahal qui auraient visé notamment des dépôts d'armes et de munitions exploités donc par des milices soutenues par l'Iran. Et dans cette frappe, le régime des Mollahs a annoncé avoir perdu 2 de ses officiers. Il y a un communiqué qui a été publié par les gardiens de la Révolution. Je cite: les défenseurs du sanctuaire, les colonels des gardiens Elsan Kabarlaïpour et Torzene et Morteze Reza Sadnejan sont tombés en martyrs, un crime commis par le régime sioniste lors d'une attaque à la roquette en banlieue de Damas en Syrie le 7 mars dernier. Et le régime des Mollahs appelle en effet à la vengeance contre cette attaque israélienne. Selon eux, je cite: sans aucun doute, le régime sioniste payera pour ce crime. Tels sont les mots donc, que l'on a vus dans ce communiqué. Et le problème, c'est que la dernière fois qu'il y a eu que l'Iran a voulu venger une attaque attribuée à Israël, eh bien c'était en 2018. On se souvient, il y avait eu des dizaines de roquettes de missiles directement attribuées au régime des Mollahs qui avaient visé Israël, notamment le nord du pays et le plateau du Golan. C'était un incident qui avait été qualifié des plus sérieux depuis 1973, donc et la guerre de Kippour. Et en réaction donc à cette nouvelle menace et cette nouvelle vengeance de Téhéran, et bien évidemment l'état d'alerte a été élevé et réélevé dans le nord du pays par Tsahal. Alors, état d'alerte dans le nord, état d'alerte également à Jérusalem et dans les territoires, les attentats au couteau reprennent. Tout à fait. Regain de tension donc à Jérusalem en effet, mais aussi en Cisjordanie. Plusieurs attaques en début de semaine. Ce sont des soldats israéliens qui ont été pris pour cible par des cocktails Molotov. Cette fois, c'était un poste militaire en Cisjordanie. Et en 48 heures, on a vu notamment 2 attaques au couteau commises donc dans la vieille ville de Jérusalem. 4 policiers au total israéliens ont été pris pour cible et blessés. Et la semaine dernière encore, on a vu 2 attentats, toujours cette fois en Cisjordanie. Des attaques commises par des terroristes qui sont toujours aussi jeunes, des Palestiniens âgés de 19 ans, âgés de 16 ans. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Omar Bar-Lev, prévient qu'Israël doit se tenir prête puisque dans les jours à venir, jusque après la période du Ramadan, ce sera donc la fin dans un mois, puisque selon lui, eh bien, des terroristes, je cite, tenteront de mettre le feu aux poudres dans la région. Il y a aussi l'aile militaire du Hamas qui appelle, lui, sa branche politique, eh bien, à reprendre le chemin des tirs de roquettes. Et la réponse, évidemment, d'Israël face à ce regain de tension, c'est évidemment des forces supplémentaires qui sont déployées, notamment dans la vieille ville de la capitale à Jérusalem. Merci, Océane. Merci, Mathias. 3 drones bourrés de munitions tirés depuis l'Iran ont été interceptés il y a un an par des avions israéliens F-35. Les appareils iraniens ont été détruits lors du territoire israélien. Première opération mondiale de missiles air-air contre ces cibles en mouvement. Regardez, on en parle juste après. Le moment est immortalisé dans la liaison radio des pilotes d'avions furtifs israéliens F-35. Dans leur champ de vision, 2 drones tirés depuis l'Iran. Un à l'est, l'autre au sud. Le contact fait, cela semble être un avion. Je vous tiens au courant pour l'identification. Bien reçu, tiens-moi au courant. Manœuvrons rapidement, que je puisse ouvrir le feu. Autorisé à ouvrir le feu. On vient de recevoir l'autorisation de frapper la cible. Lancement des munitions, la cible a été touchée. Bien reçu. J'ai clairement une identification de la cible, je peux la détruire. Tu as bloqué la cible dans le viseur? Tour de contrôle, missile lancé sur la cible, cible interceptée. La scène s'est déroulée en mars 2021, la première fois au monde que des avions F-35 interceptent de telles cibles en mouvement. Il s'agirait, selon des officiers de Tsahal, de l'une des opérations les plus complexes dans les airs. D'autant qu'elle a eu lieu dans un pays étranger. Pas davantage de commentaires de l'armée israélienne. C'est grâce à une coopération régionale qu'une telle opération a pu être efficace. Au sol,
Voici les débris, ceux qu'il reste du Shahid 197, un drone iranien capable de parcourir la distance de 3000 km à une vitesse moyenne de 130 km/h, à une hauteur de 150 à 400 mètres du sol. Ces drones, détruits en mars 2021, emportaient avec eux une cargaison de plusieurs pistolets, direction la bande de Gaza. Selon Tsahal, Téhéran cherche ici à ouvrir une nouvelle voie à son trafic d'armes en direction des organisations terroristes palestiniennes. Dernier incident en date, mai 2021. Des milices chiites pro-iraniennes en Irak ont tiré un drone bourré d'explosifs, détruit au-dessus de la vallée du Jourdain. Pour Tsahal, la guerre contre les drones iraniens n'est pas un problème israélien, mais régional. Et pour en parler, le colonel de réserve Kobi Regev, bonjour. Bonsoir, vous êtes ancien commandant d'escadron et vous êtes également le PDG de The Squadron, l'escadrille, et fondateur également de simulateurs de combat. Colonel Kobi Regev, d'abord, quand vous voyez ces scènes et vous entendez des scènes de combat dans le cockpit, ça vous rappelle quoi ? Bonsoir Mati, je suis heureux d'être avec vous. L'armée de l'air israélienne agit dans tout le Proche-Orient depuis de longues années maintenant et une petite partie des activités est dévoilée, mais une grande partie reste secrète. En tant que commandant et qui a fait plus de 4500 vols et opérationnel en grande partie, cela me rappelle les activités et les émotions que nous ressentons quand nous défendons les cieux d'Israël, et les défis sont des défis de défense et de protection de l'État d'Israël. J'ai posé la question lors d'un briefing sécuritaire à un officier supérieur de l'armée de l'air qui me disait que cette opération contre un drone en mouvement des F-35 est l'une des opérations les plus complexes qui existent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Eh bien, le défi le plus important pour découvrir des drones de ce type, c'est d'abord de les découvrir. Dès que vous les avez découverts, la vie devient plus simple. Il s'agit d'un drone iranien qui est une réplique d'un drone américain tombé en Iran il y a environ 12 ans maintenant, et avec une signature radar très très restreinte. Et donc il faut des systèmes très perfectionnés, comme par exemple le radar du F-35 pour découvrir ce drone. Dès qu'il est découvert, le F-35 ou un autre avion peut le liquider. Je voudrais rajouter, Mathias, qu'au-delà de la destruction et de l'interception, nous avons aussi des détails techniques et tactiques, mais derrière toutes ces données, il y a tout un nouveau système auquel il faut faire bien attention. En fait, l'armée de l'air a dévoilé que ces drones ont été détruits en dehors du territoire israélien, ce qui change stratégiquement les relations de force au Proche-Orient et exprime une sorte d'alignement, c'est-à-dire que quelqu'un au Proche-Orient a découvert cet avion quand il était déjà très loin. Cette information a été transmise et l'armée de l'air était déjà préparée, et en fait la destruction, l'interception avec la publication de l'interception de ce vol en dehors de cieux israéliens, c'est que les choses n'ont pas été faites de manière secrète, mais de manière ouverte par nos alliés. Et donc, je peux comprendre de l'armée de l'air israélienne qu'au-delà du succès tactique, l'armée de l'air israélienne, avec d'autres organismes au Proche-Orient, ont créé une sorte d'alliance de défense aérienne régionale qui permet de découvrir des attaques de manière combinée entre divers États et en plus une possibilité de les intercepter de manière très efficace. Et donc le défi était bien plus complexe que ce que vous avez présenté, parce que les drones venaient de diverses directions qui demandaient donc une coopération différente avec divers États, et je considère que c'est un grand succès tactique, mais c'est aussi l'ouverture d'une nouvelle ère dans la défense aérienne régionale, et je suis sûr qu'à la suite, eh bien, nous verrons d'autres coopérations politiques bien plus larges encore. Alors, vous dites justement, un drone qui vient du sud, un drone qui vient de l'est, c'est un fléau pour Tsahal, m'a dit un haut gradé de l'armée israélienne, c'est un fléau pour la région, mais pour
Qui dans cette région? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Écoutez, nous savons que l'Iran essaie de porter atteinte à Israël depuis de longues années déjà. Et la motivation des Iraniens va croissant. Et dans votre reportage, vous avez dit que selon des sources étrangères, l'armée de l'air israélienne a attaqué en Syrie et des officiers des gardiens de la révolution iranienne ont été tués. Donc, on sait qu'ils veulent nous attaquer. Il y a eu plusieurs incidents de drones, de missiles dans le passé. Nous savons que les Iraniens, avec les Houthis au Yémen, lancent des drones vers l'Arabie saoudite. Nous avons dit il y a peu aussi des attaques vers les Émirats. Et donc, nous savons que la motivation de l'Iran d'avoir des activités cinétiques et donc offensives au Proche-Orient, c'est quelque chose de permanent et Israël est relativement éloigné géographiquement, mais sa frontière est très grande et très large qui demande donc une défense extrêmement défensive et profonde. Et donc cette alliance de défense aérienne pour l'État d'Israël, c'est extraordinaire pour se mesurer aux menaces qui viennent d'Iran et d'ailleurs. Alors justement, on parle beaucoup en ce moment de cette coopération israélo-russe dans le ciel syrien signée en 2015. Elle se matérialise. Comment exactement? Élément de réponse avec Océane Nicole. Et on en parle juste après avec le colonel de réserve Kobi Regev. Si géographiquement les deux pays sont séparés par plus de 2600 km, la Russie et Israël partagent pourtant une même frontière, la Syrie. Depuis 2015, Vladimir Poutine soutient en effet le régime de Bachar al-Assad. Un soutien économique mais surtout militaire, car depuis plus de 6 ans, l'armée russe est présente en Syrie. Des centaines de soldats russes sont donc aussi aux portes d'Israël. En 2015, Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou se mettent d'accord. La Russie ferme les yeux sur les frappes israéliennes menées en Syrie. Israël, de son côté, promet de stopper l'expansion de l'Iran dans la région, ce qui arrange aussi Moscou. Depuis, des centaines de frappes attribuées à Tsahal auraient été menées sur le territoire syrien, ciblant des cargaisons d'armes destinées au Hezbollah, allié de Téhéran. Selon certains responsables de l'armée israélienne, la Russie serait même informée en amont de ces frappes, l'espace aérien syrien étant contrôlé par Moscou. Les relations se tendent en revanche en septembre 2018, alors qu'un avion de reconnaissance russe est abattu au large de la Syrie. Moscou accuse d'abord Israël. La vice-ambassadrice israélienne sera même convoquée avant que Vladimir Poutine reconnaisse un accident de la part de l'armée syrienne. À l'époque, en novembre 2015, l'avion de chasse turc a volontairement abattu notre avion. Ici, cela ressemble plutôt à un enchaînement de circonstances accidentelles tragiques. Israël n'a pas abattu notre avion. L'accord entre Moscou et Jérusalem se poursuit donc et l'intérêt est double car l'expansion de l'Iran dans la région ne plaît ni à Israël ni à la Russie alors que Téhéran n'a jamais cessé de transférer des cargaisons d'armes en Syrie par voie maritime, terrestre et aérienne. Colonel de réserve Kobi Regev, je ne pouvais pas vous laisser partir avant de vous poser cette question parce qu'elle est essentielle dans la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi l'aviation russe peine à imposer sa supériorité dans le ciel ukrainien? Il y a énormément de composantes à ceci. D'abord, il faut se souvenir que l'Ukraine est un État où il y a beaucoup de nuages en permanence qui couvrent les cieux ukrainiens et donc automatiquement cela complique les opérations de l'armée de l'air pour viser des cibles et ça ne permet pas d'utiliser des armes qu'ils ont en petite quantité d'ailleurs. Et il faut aussi se souvenir que quand il y a des nuages, c'est difficile d'avoir des informations et donc c'est un vrai défi pour eux. Je peux vous dire par contre que le niveau de préparation d'un pilote russe est différent des pilotes de l'Occident, en tout cas de mon expérience, les entraînements et la quantité d'entraînement est bien plus restreinte
que chez les pilotes occidentaux. On ne peut pas entraîner un pilote de chasse 2-3 semaines avant la guerre. Non, ça doit être un entraînement permanent et constant au fil d'années. Et quand j'analyse les données et les films que nous avons des cieux ukrainiens et des combats, eh bien, quand je vois ce qui est fait par les hélicoptères, les avions, les missiles, je vois comment les avions se protègent. Qu'est-ce qui se passe quand ils comprennent qu'ils sont visés par un missile? Eh bien, je peux vous dire, avec prudence bien sûr, de ce que je vois en tout cas, leur capacité de défense par rapport aux missiles est relativement basse. On voit beaucoup d'hélicoptères qui tombent et qui sont détruits. Nous voyons des missiles lancés contre des avions et les avions n'arrivent pas à manœuvrer contre ces missiles. On le voit de manière très claire. Et dans les quelques combats aériens que j'ai vus, je n'ai pas vu de manœuvre sérieuse du côté russe. Ils ne font pas le nécessaire pour se protéger et se défendre. Bref, je pense que l'aviation russe a un vrai défi à relever entre la météo qui leur complique la vie et un entraînement insuffisant. Et je pense que l'influence de l'armée de l'air, si une armée de l'air beaucoup plus moderne était lancée, je pense que le terrain de combat serait totalement différent. Je pense que c'est un élément essentiel. Merci, colonel de réserve Kobi Regev, ancien commandant d'escadrille et justement PDG de Squadron, justement des simulateurs pour s'entraîner. Et vous savez de quoi vous parlez. Merci à vous d'avoir été avec nous, ancien pilote de chasse, bien évidemment. Merci beaucoup, Mati. Au revoir. Alors il y a la guerre des armes, des mots donc, et la guerre financière. Mais en 2022, cette guerre est presque invisible. Ou comment les crypto-monnaies servent d'armes, ou plutôt de financement de ces armes, loin des radars de contrôle des États. Un sujet et une enquête signée Jean-Paul Louinet pour Défense. Regardez. En Ukraine, la guerre conventionnelle fait rage. Les drones déciment l'adversaire. Et pourtant, une autre armée s'est levée. Du jamais vu dans une guerre moderne. Des milliers d'anonymes y participent avec leur téléphone. Ils envoient des crypto-monnaies à l'Ukraine. Ils avaient déjà levé des fonds lors de la pandémie. Mais cette fois-ci, cette armée d'anonymes a donné des millions d'euros pour que l'armée ukrainienne puisse s'équiper en matériel de base. Gilets pare-balles, protection, équipement du combattant, des armes et des missiles. 50 millions de dollars récoltés, comme le confirme le vice-premier ministre ukrainien, Fedorov. L'Ukraine a surtout besoin de missiles, comme ici, le NLAW, anti-char, ou le Stinger, la hantise des pilotes russes, comme sur ces images récentes diffusées sur les réseaux. En Russie, les crypto-monnaies ont permis aux oligarques les plus avisés de sécuriser leurs fonds et éviter ainsi les sanctions imposées par l'Occident. Comment ? La décentralisation et le partage sur la blockchain, base des cryptos, permet de payer ou d'épargner. Sauf que la banque, dans ce cas, c'est vous. Depuis des années, la Russie investit dans des fermes de minage de crypto, là où se calculent ces monnaies numériques. Les investissements s'accélèrent, notamment avec la Chine. Quant aux vendeurs d'armes russes, les sanctions glissent sur les plus malins, comme nous l'avons constaté ici dans ce discret port européen. Sous cette bâche, le yacht d'un patron de Rosoboron Export, l'agence du complexe militaro-industriel russe, bien loin de Marbella, lieu privilégié des oligarques. Et mon deuxième invité, Yarden Vatikaï, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes stratège aujourd'hui et ancien directeur des relations publiques au bureau du Premier ministre pendant 11 ans, plus de 11 ans. Est-ce que pour vous, c'est une bonne médiation? Est-ce qu'elle n'est pas trop risquée, cette médiation israélienne entre la Russie et l'Ukraine? Entre la Russie et l'Ukraine, je ne pense pas que ce soit un risque. Je pense que c'est bon pour le statut d'Israël. Je pense que c'est aussi juste parce qu'il faut cette prudence que l'on critique d'Israël face à la Russie dans la situation actuelle. Je pense que c'est justifié et je pense qu'il faut parler avec tous les éléments et certainement avec l'Ukraine et avec la Russie, mais aussi avec les
les États-Unis et l'Europe. C'est très important. Et tout ne doit pas être dans la presse. C'est même préférable que la majorité ne soit pas publique, mais dans des accords discrets avec les éléments impliqués pour essayer d'enfin arriver peut-être à un accord. Racontez-nous dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe? Qui prend la décision? Qui conseille quoi au Premier ministre? Écoutez, le Premier ministre a tout un groupe, c'est un aquarium que ça s'appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle ça, c'est les principaux conseillers du Premier ministre derrière cet aquarium. Et puis auprès du Premier ministre, et puis il y a le ministère des Affaires étrangères, le directeur du ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères qui participe, et puis tout le système de sécurité qui décide et détermine et conseille sur beaucoup de points parce qu'il y a beaucoup d'intérêts sécuritaires impliqués pour nous face à la Russie, etc. Quelle est la définition d'une aide sécuritaire à l'Ukraine, ce qui n'est pas une aide sécuritaire? Israël a dit qu'elle soutiendrait de manière non sécuritaire, donc les conseils du système de sécurité, tout cela pour prendre enfin la décision au niveau du Premier ministre et du cabinet. Mais quand on est Premier ministre d'Israël, Israël peut être une grande puissance au Proche-Orient, mais dans le concert mondial, c'est un petit pays. Quand on est Israël et qu'on s'appelle Israël, comment on fait quand on va voir Vladimir Poutine, qui est en pleine guerre, et lui dire « Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire ». D'abord, vous savez que quand vous posez des questions dans le monde, combien il y a d'habitants en Israël, ils vous disent c'est un pays de dizaines de millions d'habitants parce qu'Israël fait beaucoup de bruit, pour le meilleur et pour le pire. Alors Israël, c'est vrai, n'est pas un acteur sur le terrain politique international et certainement pas entre les superpuissances. Mais en même temps, Israël a une crédibilité, a une capacité de parler avec les diverses parties. Et je pense que cela peut aider donc on ne va pas tout régler, mais on peut aider à l'effort international avec la confiance qui a été créée avec les diverses parties et les connaissances et les intérêts russes, les connaissances que nous avons et l'intérêt ukrainien et russe de nous parler. Je ne pense pas que c'est nous qui allons faire la percée essentielle, mais nous pouvons aider les parties pour avancer. Plus que personne d'autre, vous savez lire entre les lignes. Lorsque Vladimir Poutine fait passer le message à Israël en disant « Attention, on sait exactement où se trouve Volodymyr Zelensky », c'est quoi? C'est Vladimir Poutine qui se sert d'Israël pour faire passer des messages? D'abord, vous savez, on est dans un monde non seulement de diplomatie, mais de diplomatie publique. C'est-à-dire que les puissances font passer, enfin, les acteurs font passer des messages dans la presse, par la presse. C'est quelque chose qui est admis et qui me semble adapté d'ailleurs dans le monde où nous vivons. Et le message public n'est pas toujours le même que le message dans les canaux discrets. Parfois, il y a de très grandes différences entre ce qui est dit publiquement et ce qui est dit en secret. Poutine veut faire passer un message et il le fait au-dessus de la tête d'Israël parfois, et parfois il utilise Israël. Tout va bien. Nous savons aussi utiliser les divers canaux de communication. Ça, c'est de la diplomatie publique. Alors, justement, en parlant de diplomatie publique, est-ce que vous pensez qu'Israël en fait assez concernant l'accord sur le nucléaire iranien qui est en train peut-être d'être signé? Excellente question. Moi, j'ai travaillé longtemps avec le Premier ministre Netanyahou qui, pour stratégie, pensait qu'il fallait gérer toute cette opération aussi dans la presse, pas seulement, mais aussi dans la presse et dans des conversations plus privées. Je ne peux pas dire que cette stratégie a eu une influence sur l'accord ou l'autre stratégie aussi. Maintenant, le gouvernement actuel ne veut plus ouvertement discuter avec les Américains comme c'était le cas précédemment. Je ne peux pas vous dire ce qui est plus efficace. Je crois que ni l'un ni l'autre n'influence vraiment l'accord sur le nucléaire. Je pense que les choses doivent se faire sur le long terme. Je crois personnellement à la nécessité de déclarer ouvertement quels sont vos intérêts et les expliquer de manière ouverte. Moi, je pense personnellement que c'est justifié parce que c'est un combat sur le long terme que nous menons. À l'époque d'Obama, déjà, la position d'Israël, et qui a continué avec Trump, qui a amené Trump à annuler l'accord sur le nucléaire. Mais il y a une personne qu'on n'entend quasiment pas. Je sais que je vais vous mettre en difficulté, mais c'est le chef du Mossad. À l'époque, Yossi Cohen faisait partie de cette diplomatie publique,
dont vous parliez. Là, le chef du Mossad actuellement ne parle pas. Ça veut dire quoi pour vous? D'abord, il a un peu parlé. Il a quand même parlé et il a déclaré des choses en disant que le Mossad ne s'occuperait que l'Iran n'arrive jamais à l'arme nucléaire. Je ne me souviens plus de la citation exacte, mais il a dit des choses. Je ne pense pas que ce soit le rôle du directeur du Mossad de faire de la diplomatie publique. Il a certainement un rôle qui a divers aspects de combat contre le programme nucléaire israélien et le terrorisme iranien, mais faire de la diplomatie face à ses contreparties, ses homologues, un dialogue entre les divers services de renseignement. Ça, c'est très important. C'est un dialogue qui n'est pas politique, mais qui est basé sur le renseignement secret. Ça, c'est très, très important. C'est les politiques qui doivent faire le dialogue politique et dans la presse, et je pense que c'est tout à fait bien comme répartition des rôles. Rapidement, en tant qu'ancien stratège, aujourd'hui, ancien directeur des relations publiques au bureau du Premier ministre, vous êtes confiant de ce qui se passe actuellement? En termes de sécurité, en termes de concert des nations? D'abord, je suis en contact avec divers éléments, bien sûr. Je viens de ce monde, je travaillais dans tous ces cercles. Bien sûr que je suis encore en contact avec des personnes et en fait, je peux être d'accord ou moins d'accord, mais je pense que la politique est menée de manière extrêmement sophistiquée et de manière tout à fait correcte. Alors, parfois, c'est pas toujours facile pour ce qui est de la défense de l'Ukraine officiellement, mais c'est toujours une position pour défendre les intérêts d'Israël. Merci beaucoup, Yarden Avatekai. Je remercie d'ailleurs aussi également l'interprétation de Gisèle Abazon pour les invités. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes stratège, ancien directeur des relations publiques du bureau du Premier ministre. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne semaine à tous sur i24 News.